Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Ce numéro de Zone Franche sera consacré en grande partie à l'actualité politique au Bénin dans l'univers des formations politiques ayant contribué à l'élection de Patrice Talon en 2016, figure le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision en abrégé RBNV. Depuis plus de 2 ans, le parti accompagne le chef de l'État dans l'exécution du programme d'action de son gouvernement. Et alors que les législatives de 2019 se peaufinent, quelle place pour le RBNV qui se réclame un soutien de première heure au chef de l'État? Nous poserons dans un instant la question à notre invité, qui est M. Auguste Villegla. Bonjour M. Villegla. Bonjour M. Lombré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. C'est un parti politique, un parti membre par ailleurs de l'Union fait la nation. Vous officiez, il faut le rappeler aussi, au niveau de l'unité présidentielle de suivi, une structure qui est donc logée à la présidence de la République, donc un collaborateur du chef de l'État. Vous êtes aussi un expert en management et puis aussi enseignant dans les universités ici au Bénin. Ce qui nous intéresse davantage, M. Villegla, ce sera évidemment la participation de votre parti aux côtés du régime de Patrice Talon, votre apport, votre lecture des 2 années de gestion et votre perception du reste du quinquennat sont autant de préoccupations qui nous intéressent, ainsi que les auditeurs de nos radios partenaires à l'intérieur de notre pays. Il s'agit de Fraternité FM à Parakou, Kondi FM à Kandi, Dialogue FM à Banikwara, plus précisément à Funungo, et puis Solidarité FM à Djougou. Et pour vous entretenir, je suis avec Nagui Balabé. Nagui, bonjour. Bonjour Landry, chers téléspectateurs. Bonjour Auguste Villegla, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet pour parler de votre parti, celui que vous dirigez, et on parle là du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Il est à ce jour pas très connu, pourtant cela fait un moment qu'il se meut sur l'échiquier politique national. Comment expliquez-vous tout ça? Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez. D'abord, merci aux téléspectateurs. Je profite pour dire à tous les jeunes bonne fête pour l'anniversaire de Bob Marley, parce que c'est une grande icône aussi qui a beaucoup fait parler de lui pour l'unité, la paix, le développement en Afrique. Et donc, pour ceci dit, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, comme son nom l'indique, est un parti qui prône la nouvelle vision, une autre manière de faire la politique qui est axée sur le développement. Le parti a été fondé en 2017, a participé un premier temps à la mise en place d'un certain nombre d'axes de projets pour le développement de notre pays, mais en son temps, tout de suite, a constaté que les errements et l'improvisation ne pouvaient pas conduire notre pays à des lendemains meilleurs. Alors, nous avons rejoint l'opposition depuis 2008 et nous avons fait l'opposition jusqu'en 2015 au scrutant l'ensemble des programmes des candidats à la magistrature suprême de notre pays. Nous avons vu que le projet de société dénommé Nouveau Départ et le projet de société Nouvelle Vision avaient beaucoup de points communs et qui présageaient véritablement d'une rupture, d'un nouveau départ pour notre pays, dans le souci de son développement, dans la recherche des voies et moyens pour son décollage socio-économique et culturel. Alors, nous nous sommes engagés dans la bataille aux côtés du président Patrice Talon, aux côtés du nouveau départ, et depuis la session à la magistrature suprême du président, le 6 avril, alors nous travaillons à ses côtés pour rendre réellement effectif sur le terrain la mise en œuvre du projet de société qui est devenu aujourd'hui le programme d'action du gouvernement. Oui, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, un parti. Oui. Le parti n'est pas très connu. On sait à quel point vous êtes engagé à partir de 2015 et tout ça. Le parti existait depuis 2006. Si on a 2007, on a 2007. Si on a bonne mémoire, mais le parti n'est pas très connu, le parti n'est pas très visible. Ouais. Comment cela pourrait s'expliquer? Non, cela pourrait s'expliquer sur le fait que, vous savez, notre pays, le Bénin, est unique dans la sous-région. Tous les partis qui ont une certaine audience ou une certaine visibilité médiatique sont les partis soit qui participent à l'action gouvernementale directement, soit qui ont des députés à l'hémicycle. Notre parti n'a malheureusement pas encore envoyé de députés à l'Assemblée nationale, mais cela est dû en partie
La visibilité du parti, du fait qu'il se soit un peu dilué dans l'Union fait la nation depuis 2010. Depuis 2010, nous avons agi... Vous dites 3 ans après sa création. 3 ans après sa création, le parti s'est dilué dans l'Union fait la nation, menant toutes ses actions sous le nom de l'Union fait la nation. Nous nous sommes rendus compte que cela a porté un véritable préjudice au parti, parce que justement, comme vous le dites, le parti n'est pas très connu. Mais nous faisons beaucoup, nous avons énormément d'initiatives dans le sens politique, pour mettre quand même une démarcation entre la politique politicienne et la politique de développement que nous devons désormais prôner pour notre pays. Le parti du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision est présent dans 13 communes du Bénin. Nous avons 13 coordinations et anime valablement la vie politique au plan communal, au plan des arrondissements, au plan national. Donc, en fait, comme je l'ai dit, l'absence d'audience du parti est née du fait que, durant près de 7 ans, nous avons travaillé ardemment au sein de l'Union fait la nation, suivant une vision que nous voulions atteindre. Aujourd'hui, le parti a repris ses lettres de noblesse. Vous avez constaté qu'il y a 2 semaines environ, nous avons organisé la première conférence départementale, l'Assemblée générale statutaire. Ça va poursuivre avec l'Assemblée générale du parti RBNV dans le Borgou, ensuite dans le littoral, dans l'Atlantique, pour remettre en ordre de bataille l'ensemble de nos structures de base et de nos structures décentralisées afin de mieux encadrer l'objectif qu'est l'affirmation du parti au plan national. Nous sommes un parti rassembleur, ça se dit le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Notre objectif, c'est de rassembler autour de nos idéaux, autour de notre idéologie, un ensemble de forces politiques qui puissent à même être capables d'accompagner, de gérer la gouvernance de notre pays. Monsieur Videgla, vous avez dit tout à l'heure que le parti est présent dans 13 communes. Un parti quand même vocation à être national. On a 77 communes au Bénin. Vous n'êtes pas ancré dans toutes les régions, vous voulez dire? Nous ne sommes pas ancrés dans toutes les régions parce que, vous savez, la particularité... C'est un aveu quand même audacieux. Non, mais c'est un aveu audacieux. C'est justement nous tranchons avec le populisme, etc. et tout. Pour qu'un parti, aucun parti politique au Bénin n'a de l'ancrage au plan national. Même les partis traditionnels, les anciens partis politiques, ils ont comme sphère généralement leur zone de prédilection ou la zone natale du président éternel du parti, donc qui constitue généralement le fief du parti. Mais l'histoire et la sociologie de notre pays ont fait de telle sorte que les partis, pour la grande majorité, sont plus régionales. Même régional, souvent, on peut même dire il y a des partis même qui sont des partis communaux. Donc, c'est ça que nous tentons aujourd'hui, nous tentons de briser. Et vous savez, les réformes dont nous allons parler tout à l'heure tendent aujourd'hui à donner une meilleure organisation de base au système partisan qui permettent aux partis politiques d'être beaucoup plus assis sur l'étendue du territoire national. En 9 ans, 10 ans d'existence, nous avons 11 coordinations qui fonctionnent effectivement, 2 coordinations qui sont en cours de travail, d'échauffement pour bien se structurer. Je pense que c'est une prouesse déjà au plan national pour nous. Vous savez, personnellement, je suis du Zou, de la région d'Agoni, mais nous avons des coordinations à Parakou, à Lokossa, à Tofor, à Lada, etc. Ça, c'est des prouesses déjà pour une jeune formation politique comme la nôtre qui a des ambitions pour le futur de notre pays. On va peut-être demander quelques petites confidences. On sait que pour l'élection de 2016, le mot d'ordre de l'Union fait la nation, c'était tout sauf Lionel Zinsou. Donc, on donnait la possibilité à chaque parti de choisir son candidat. Comment le rapprochement s'est fait avec Patrice Talon de votre côté? Il vous a contacté de façon privée, c'est ça? Comment s'était passé le rapprochement? Non, pas de façon privée. Nous nous connaissions depuis longtemps, mais il ne s'agissait pas ici d'une question personnelle de Patrice Talon ou de Lionel Zinsou. C'était un peu l'erreur d'appréciation que certains de nos aînés ont portée. Il fallait d'abord voir quel est le fond du projet de société que porte chaque candidat. Ce que nous avons fait avec nos coordinations, qui ont passé près de 2 mois à étudier à la loupe les projets de société de chaque candidat. Il s'est avéré que parmi les 13 projets de société que nous avons parcourus à la loupe, le projet de société intitulé Nouveau départ était le mieux structuré, qui posait clairement le diagnostic de la situation actuelle de notre pays,
énonçait les solutions préconisées pour apporter des réponses à ce diagnostic et les moyens de mise en œuvre de ces solutions. C'était le seul projet de société pragmatique qui touchait directement l'ensemble des secteurs et sous-secteurs en difficulté de notre pays et qui puisse permettre de sortir. Voilà pourquoi nous avons rejoint le président Patrice Talon et nous l'avons annoncé officiellement à travers l'ensemble de nos 11 coordinations qui ont déclaré l'adhésion ferme au projet de société du nouveau départ. Alors, faut-il comprendre qu'il n'y a eu que le projet de société pour vous décider, ou alors est-ce que vous avez eu d'autres négociations en sus du projet de société, ou alors il y a eu que ça? Non, il y a eu que ça. Il y a eu que le projet de société. Et vous avez reconnu tout à l'heure que vous connaissez le président Patrice Talon depuis quelques années. Est-ce que votre proximité, vos amitiés avec lui, je connais le président Lionel Zissou. Chaque fois que je vais à Paris, dans le passé, je le rencontrais, je lui présentais mes amitiés. Je connais beaucoup d'acteurs qui étaient candidat à la présidentielle de 2016. C'est pas une question. L'avenir de notre pays ne peut pas se reposer sur l'amitié ou la fraternité avec un homme. C'est plutôt les valeurs que porte cette personne pour notre pays, l'engagement véritable, la passion qu'on peut sentir chez un candidat de renverser la vapeur, de faire quitter le Bénin de sa position peu enviable dans la sous-région pour faire décoller notre pays. Et c'était l'homme des réformes. Le projet de société était porté sur les réformes. Le projet de société du parti, c'est les réformes multisectorielles. Nous en viendrons tout à l'heure. Actuellement, nous allons nous battre pour que des réformes plus accentuées puissent être portées au niveau du sous-secteur de l'enseignement professionnel technologique ou technique, qui est la base et la condition sine qua non pour le développement de notre pays. Nous y reviendrons, si vous voulez bien. D'accord. Alors, vous avez contribué à l'élection du chef de l'État. Il a pris le pouvoir depuis le 6 avril. Est-ce que vous avez été associé à la gestion du pouvoir, ou bien c'est trop dire? Bon, c'est trop dire, être associé. Nous avons élu un chef d'État qui doit travailler pour l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Alors, dans ce sens, nous laissons la grande marge au chef de l'État pour désigner qui sont les collaborateurs les plus immédiats, à quel moment qui doivent agir ou mener telle ou telle mission pour la République. Donc, nous travaillons de cœur avec le chef de l'État, nous accompagnons l'ensemble de ces actions, nous menons souvent des concertations sur certains sujets d'intérêt national, et je pense déjà que c'est un honneur que le chef de l'État nous fait, et nous le remercions pour ça, parce que sa vision pour le Bénin est noble, et son travail est difficile, et le parti, comme l'ensemble de ses structures, continue par apporter un soutien indéfectible à son action. Donc, je pense que votre question était de savoir si le parti RBNV a des postes ministériels, a des postes de directeurs généraux, a des postes d'ambassadeurs. Je peux vous dire oui et non. Nous participons à la gouvernance du pays, mais je ne vais pas vous dire que nous occupons tel ou tel poste ministériel. Le plus important, nous sommes dans le gouvernement, nous sommes dans la gouvernance du pays. Oui, il n'en demeure pas moins que vous êtes un parti politique, et quand on a un parti et qu'on a participé à la conquête du pouvoir, on s'attend à intervenir de manière directe dans la prise de décision, dans la gestion au quotidien du pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Que fait votre parti dans le quotidien de la gestion du pouvoir? D'abord, il faut dire, avant de répondre à cette question, notre système partisan est tout particulier. Vous savez que depuis les années 90, les chefs d'État sont élus dans la société civile, plus ou moins, à partir de personnages privés. Aujourd'hui, nous pouvons considérer le mandat du président Talon comme une bonne transition pour notre pays, pour aller véritablement vers l'assise d'une meilleure gouvernance de notre pays. À partir de cet instant, un parti politique qui a contribué à l'avènement au pouvoir du chef de l'État doit l'accompagner dans l'ensemble des réformes qui permettront demain d'assurer, si ce parti vient au pouvoir, une bonne gouvernance apaisée de notre pays. Donc pour nous, ce n'est pas une question de poste, ce n'est pas une question de nombre de portefeuilles qu'on donne au parti du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, mais plutôt quelles sont les idées, l'accompagnement, l'animation que le parti exerce au sein de l'appareil d'État, au sein de la mutation en cours
au niveau de notre pays par les multiples réformes qui s'opèrent. C'est-à-dire que pour les réformes, pour la réussite des réformes ou pour la concrétisation des réformes, votre parti a renoncé à participer de manière directe à la gouvernance. Ah non, nous n'avons pas renoncé. Vous allez voir que nous allons participer au gouvernement, au Parlement, à tous les niveaux. Nous participons et nous allons accroître notre participation. Nous aurons des ministres dans le gouvernement, je peux vous assurer. Le problème ne se pose pas en ces termes aujourd'hui. Le Bénin a des défis énormes. Et nous y reviendrons. Le défi n'est pas un parti politique qui arrive. Il y a beaucoup de partis politiques et l'organisation de la gestion du pouvoir d'État n'est pas mince à faire. Ouais. Monsieur Auguste Videgla, on a peut-être du mal à vous croire, en tout cas moi ici, peut-être beaucoup de téléspectateurs. Oui. La politique, ce n'est pas de la charité, on y travaille pour gagner quelque chose. Alors vous êtes venu, est-ce que votre parti a eu quelque chose de précis? Quand vous me dites, voilà, ce n'est pas pour le moment, c'est peut-être classique. Peut-être que vous avez quelque chose pour... Est-ce que le président a obtenu quelque chose de façon précise auprès de ce régime à l'heure où nous parlons, monsieur Auguste Videgla? Non, je suis très étonné que... Voilà pour ce qui désaxe un peu la politique dans notre pays. Vous pensez? Je suis étonné que vous disiez que la politique, on l'a fait pour gagner quelque chose. Évidemment, je suis sincèrement désolé. Et c'est ça, excusez-moi, qui a perverti le système politique béninois. On ne fait pas de la politique pour s'attendre à gagner quelque chose. On fait de la politique pour amener des idées concourant à développer notre nation. Personnellement, je suis professeur d'université. Je suis administrateur civil. J'ai des universités privées en Côte d'Ivoire, un peu partout dans la sous-région. Je ne vis pas de la politique. Ce sont ceux qui font de la politique politicienne, qui vivent de la politique, qui peuvent avoir ce langage. Je pense que dans la gouvernance d'un pays, plutôt la politique, c'est un engagement idéologique. Ce n'est pas une question d'intérêt. L'intérêt des postes, c'est lorsque vous voulez un poste. Si le parti RBNV doit prendre un poste, il ne va pas aller demander un poste ministériel, donnez-moi le ministère des Finances. Ou donnez-moi le ministère du Commerce. Il va demander le ministère de l'enseignement professionnel et technologique. Le ministère de l'Agriculture. Des ministères qui rentrent directement en droite ligne de son projet de société, du parti RBNV, où le parti peut vraiment apporter un plus à la mise en œuvre du projet du président de la République. Vous nous rejoignez, par exemple. Oui. Alors, vous avez des universités que vous gérez, mais c'est vous, votre parti a des militants et les autres qui sont au sein du parti. Oui, non, les militants, dans la mesure du possible, les militants compétents, ayant des compétences, nous les accompagnons dans différents postes, au niveau de l'administration, au niveau, etc. et tout. Nous avons pas mal de militants qui exercent des grands postes de responsabilité au sein de l'appareil d'État. C'est une sorte de récompense tout de même. Ce n'est pas des récompenses, mais les militants méritants. Vous savez que le président Patrice Talon est très regardant sur la compétence. C'est le dada du président Patrice Talon. Vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez pas occuper des postes, des décisions dans l'entourage. Votre parti, il faut présager que, en fait, il faut présumer que votre parti a forcément des compétences, compte en son sein des compétences. Et comme on le dit, on insiste là-dessus, quand on est un parti politique, on n'est pas un parti politique pour les beaux yeux d'un président, on est un parti politique pour participer à la gestion du pouvoir. Et à ce jour, est-ce que c'est le cas? Est-ce que le rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision participe à la gestion du pouvoir? Est-ce que le rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision s'attend à participer à la gestion du pouvoir? Oui, le rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision va gérer le pouvoir parce que nous sommes, je l'ai dit au début, nous sommes en concertation permanente. Un mandat de 5 ans, c'est au moins 2 ou 3 gouvernements. Nous avons plusieurs postes. Lorsque le chef de l'État a besoin des compétences, il nous consulte. Et nous mettons à la disposition du chef de l'État ses compétences. Pour le moment, nous n'avons pas encore de ministre dans le gouvernement, mais cela se fera lors des prochains remaniements, plaise à Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Le RBNV est par ailleurs membre de l'Union fait la Nation. Vous avez fait chemin ensemble depuis un certain nombre d'années avec les partis qui participent à cette union, à cette alliance. Alors, l'expérience a-t-elle été concluante? Oui, je dirais que l'Union fait la Nation est, mettons, la plus belle organisation. Si je peux parler au subjonctif, pouvait être ou pourrait être la plus belle organisation politique
de notre pays. De l'opposition, vous voulez dire bien uniquement de l'organisation politique? Une organisation politique tant de l'opposition que de la gouvernance, parce que l'Union fait la nation pouvait prendre le pouvoir en 2007. Pouvait être. Oui. Quand vous dites l'Union fait la nation parce pouvait que être, vous savez, les choix plus. politiques sont souvent difficiles, chers amis. Il y a le management de l'Union fait la nation. Il y a le président, il y a certains vice-présidents, je suis personnellement vice-président statutaire, où des décisions et des orientations sont prises. Alors, dans la gouvernance d'un parti politique, on peut prendre des décisions qui sont positives, comme on peut prendre des décisions pensant que c'est positif alors que ce n'est pas positif. Personnellement, vous avez constaté lors des élections présidentielles, nous avons opté ouvertement de soutenir le nouveau départ. Mais l'Union, lors de nos bureaux politiques, a décidé ni l'un ni l'autre, ni. Mais nous avons fait cette option d'aller ouvertement vers le soutien du nouveau départ parce que pour nous, c'était la seule option possible pour notre pays. Donc aujourd'hui, l'Union fait la nation est en train de se reconstruire, est en train de se donner une nouvelle santé. Je pense qu'il faudra un jour ou l'autre parvenir à des assises pour poser véritablement les bases d'une organisation qui va véritablement s'enraciner au bonheur de nos populations. Alors, à ce jour, quel est l'état de votre participation à l'Union fait la nation? Est-ce que vous sentez-vous toujours membre de l'Union fait la nation ou alors auriez-vous des réserves? Non, nous sommes toujours membres de l'Union fait la nation à ce jour. Mais cette participation à l'Union fait la nation n'empêche pas que nous sommes un parti rassembleur. C'est pourquoi nous avons choisi l'Union fait la nation. Mais nous opérons des regroupements autour de notre parti pour rendre le parti encore plus fort, pour étendre le parti à l'ensemble des circonscriptions électorales de notre pays, parce que vous savez aussi la force d'un parti politique, c'est en termes de capacité de mobilisation des électeurs. Donc nous faisons un travail de fond, un travail de terrain, et en même temps que nous élargissons la base du parti, en même temps que nous rassemblons d'autres forces politiques autour du parti, nous maintenons notre participation à l'Union fait la nation. Bientôt nous aurons des assises au niveau de l'Union, et beaucoup de choses vont se décider. En ce moment, je pourrais vous dire la position exacte du parti. Monsieur Auguste Videgla, vous pensez que la tutelle qu'a exercée l'Union fait la nation, ou du moins ce qui reste de cette alliance, sur votre parti a trop duré, la tutelle a trop duré? Oui, bon, mettons que ce n'est pas une question de tutelle. Nous étions dans une alliance avec des statuts clairs. Maintenant, est-ce que les textes étaient mis en œuvre à bon escient? Est-ce qu'il y avait une bonne délégation de responsabilité pour motiver l'ensemble des militants et des forces politiques membres de l'Union à donner d'eux-mêmes? Vous étiez vice-président quand même. Oui, mais vice-président, oui. De nom, vous voulez dire? Non, pas de nom. L'organisation est faite de telle sorte qu'il y a une certaine domination d'un groupe de partis sur les autres. Ouais. C'est normal, on est dans l'environnement politique, je ne vais pas employer de langue de bois. Ouais. Lorsque vous êtes en bureau politique, tel parti politique a 4-5 membres, l'autre a 4-5 membres, vous êtes un peu dominé, vous n'avez que 2 membres dans le bureau politique. Donc les votes en ce moment sont toujours en votre défaveur. Donc il faut dire que c'est un des éléments qu'il faudra revoir un peu, même la réforme du système partisan, parce que si nous nous prenons garde, c'est le problème d'hégémonie des partis politiques traditionnels qui va continuer et il n'y aura pas de renouveau dans notre pays. Or, dans tout pays, il faudra assurer au sein de nos formations politiques une certaine transition qui permette à des jeunes, à des moins jeunes de prendre le relais et en fait qu'il y ait une bonne rotation des acteurs politiques parce que ce sont eux qui sont destinés à gouverner notre pays. Donc l'Union fait la nation est une belle organisation, j'y crois toujours, mais il y a encore un certain nombre de choses à faire pour réellement que ce soit l'organisation que nous voulons tous pour notre pays. Est-ce qu'on doit s'attendre au cours des jours prochains à une sortie de votre parti de l'Union fait la nation? Parce qu'on constate de plus en plus, M. Videgla, que en tout cas votre parti est en train de se détacher progressivement de cette alliance. Non, nous ne nous détachons pas, nous menons des activités au nom du parti. Voilà, durant 7 ans, nous avons mené des activités au nom de l'Union fait la nation. Résultat, on ne connaît pas le parti. Mais nous avons dit non, mais on ne peut pas continuer à lutter au sein de l'Union fait la nation. Et lorsqu'il y a certaines décisions, ces décisions ne sont pas, on n'est pas totalement bien associés. Donc désormais, le parti a pris ses responsabilités, organise sa base, organise ses conférences départementales, consulte tous ses militants à la base pour que le parti puisse s'affirmer désormais au plan national. Et
au sein de l'Union fait la nation, véritablement aller dans des discussions et des négociations. Vous savez que l'Union va se transformer en parti politique bientôt. Mais avant que l'Union ne soit parti politique, c'est des partis politiques qui composent l'Union fait la nation. Il faut des négociations. Comment l'organigramme de l'Union fait la nation sera édifié? Parce que toute la question est là. Quels sont les textes, les commissions, le bureau politique, comment il sera composé? Nous allons discuter de tous ces éléments. Vous avez des inquiétudes que les choses n'iraient pas dans le bon sens? Je n'ai aucune inquiétude parce que c'est juste, je pose des bases. Nous avons dit qu'il faut que notre système partisan puisse être à même d'assurer une bonne gouvernance de notre pays. Cela commence d'abord à l'intérieur des formations politiques et aussi à l'intérieur d'une grande coalition telle que l'Union fait la nation. Nous devons pouvoir nous dire en face que certaines règles, nous allons les revoir, faire des consultations internes, mais pas que des décisions se prennent entre une ou deux personnes, puis s'imposent à d'autres personnes. Actuellement, est-ce que vous avez le sentiment que la décision se prenne entre quelques têtes? Je n'ai pas dit que j'ai l'impression. Si j'avais l'impression, j'allais le dire au bureau politique, que j'ai l'impression. Mais je dis simplement que nous avons un processus en cours au niveau de l'Union. Des négociations vont se faire pour voir quel type de statut, quel type d'organisation adopter. Mais cela n'empêche pas le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision qui opère des grands regroupements autour du parti RBNV, des partis politiques, des mouvements politiques qui aujourd'hui sont demandeurs pour quand même ancrer une nouvelle dynamique, une nouvelle vision. D'accord. De toute façon, vous semblez dire que tout n'est pas parfait et qu'il faille réorganiser si vos attentes n'étaient pas comblées entre-temps. Que va faire votre parti? Que va faire le Rassemblement des Béninois? Non, nous n'avons pas d'attente particulière. Notre attente, c'est celui que, de la même façon que nous disons reformons le système partisan, reformons nos partis politiques pour qu'il y ait plus de démocratie, plus d'engagement, plus de libération des énergies et des compétences. Ce sont des attentes, si, au cas où elles ne seraient pas ce ne sont pas des attentes. Maintenant que c'est un travail interne qui est en train d'être fait, nous allons voir le résultat. Voilà. Monsieur Auguste Videgla, le président de l'Union fait la nation, Amosou Bruno, avait dit au lendemain de la prise de pouvoir de Patrice Talon que l'UN est du pouvoir. Vous, votre parti, en tout cas depuis les premières heures, vous avez pris donc l'option de soutenir Patrice Talon. Oui. Qui est un ouvrier de la première heure entre vous, peut-être l'Union fait la nation? Vous vous sentez beaucoup plus quelqu'un qui a pris des risques au premier abord que cette union? Quelle est la réponse que vous avez apportée? La réponse que j'ai apportée, d'abord, le président Bruno Amosou est véritablement un père spirituel que je respecte beaucoup en termes politiques, parce que c'est un grand homme politique qui a beaucoup contribué à la stabilité de notre pays. À des heures difficiles où notre pays pouvait glisser, il a su, avec beaucoup d'habileté, jouer le jeu pour rééquilibrer notre avancée, l'ancrage de notre démocratie. Alors, pour ce qui est de la position de l'Union fait la nation, l'Union fait la nation n'a jamais été loin du nouveau départ. C'est vrai que pendant la campagne, avant la campagne, avant le second tour, l'Union a dit ni l'un ni l'autre, aucun candidat. C'est vrai, c'est vrai. Mais toute formation politique, dès le deuxième tour, l'Union fait la nation a donné son mot d'ordre pour soutenir le candidat de la rupture, le président Patrice Talon. Mais ce n'est pas le cas de certaines formations politiques qui, jusqu'à la dernière minute, nous ont combattus, mais qui aujourd'hui, nous saluons leur arrivée, bien sûr, qui aujourd'hui sont avec le nouveau départ. Sauf que on peut bien s'imaginer qu'au moment où l'Union fait la nation peinait à se décider et que l'Union disait ni l'un ni l'autre, vous, en tant que vice-président, en tant que parti faisant partie, permettez-moi la répétition, faisant partie de l'Union fait la nation, avait dû pencher, enfin, de tout votre poids pour que l'Union aille dans le sens de vos convictions. Alors, qu'est-ce que ça fait de se sentir, de se dire, j'avais raison, contrairement à l'Union? Oui, non, ce que ça fait, c'est juste un sourire et une satisfaction interne d'avoir bataillé dur parce qu'on y croyait ferme
que c'est le nouveau départ, la solution de notre pays. On a tenté au sein de l'Union fait la nation de faire passer ce message. Ça a été difficile, mais le président Bruno Amoussour avait sa stratégie qui n'est pas à reculons si négative que ça. Mais nous disons que l'Union fait la nation n'a pas tort de se réclamer du nouveau départ. L'Union fait la nation est du nouveau départ, participe au nouveau départ. Les députés de l'Union fait la nation accompagnent l'action du gouvernement et mettent les idées nécessaires pour l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Est-ce que vous vous sentez sur le même pied d'égalité que tous les autres partis participants à l'Union fait la nation quand on parle de participation, par exemple, à l'avènement du nouveau départ? Vous sentez-vous sur le même pied d'égalité que tous les autres partis politiques? Au sein de l'Union fait la nation, vous voulez dire? Non, nous sommes au même pied d'égalité parce que vous savez, il y a une crise un peu qui secoue la majeure partie des partis politiques. Surtout cette crise est née pendant les campagnes électorales, avant les campagnes. Aujourd'hui, nous sommes pas du tout complexés. Non, au contraire, nous nous sentons plutôt fiers d'avoir appartenu et de continuer à appartenir à cette grande... à ce grand mouvement. Vous n'avez pas répondu à ma question initiale. Oui. Alors, je la reformule autrement, M. Videgla. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de vous voler un peu votre victoire? C'est-à-dire, vous avez pris des risques, vous ne jouez pas de votre parti au départ, des gens n'étaient pas là. Oui. Et est-ce que cette fois-ci, il y a une certaine hégémonie, on veut vous voler un peu, vous ravir la vedette? Non, mais ce n'est pas une question de ravir la vedette. Oui, pourquoi? Au départ, vous étiez engagé, alors que d'autres n'y étaient pas, par exemple. Oui, mais cela n'est pas un souci fondamental. Nous avons déjà répondu à cette question. On élit un président de la République, pour la nation, pour tout le peuple. On n'élit pas un président de la République pour un parti ou deux. Le président Amoussour, Bruno, c'est ce que je constate. Non, il y a loin de là, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez compris, j'ai dit qu'il y a des réformes à faire. Et il y a pas mal de choses à corriger pour que l'Union fait la nation, tout le monde puisse s'impliquer le mieux, libérer les énergies, se sentir dans une famille. Il faut que la caporalisation des décisions ne puisse plus être... il faut libéraliser, il faut démocratiser l'Union. Et une fois que la vraie démocratie est à l'intérieur de l'Union, je pense que beaucoup de choses vont se passer. Le problème d'appartenance de l'Union au nouveau départ, le RBNV n'est pas le seul à avoir soutenu au sein de l'Union le nouveau départ. Nous avons le ministre Servetor qui a soutenu. Il y a un certain nombre d'acteurs que j'ai personnellement amenés dans le nouveau départ qui étaient membres de l'Union fait la nation. Donc il n'y a pas que le parti du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Mais le RBNV est déterminé. La nouvelle vision, le nouveau départ ne font qu'un. Et je pense que vous allez voir, notre participation active au gouvernement ne fera pas défaut. D'accord. De toute façon, le nouveau départ est là et on parle beaucoup de lutte contre la corruption depuis qu'il est là. L'actualité par rapport dans ce contexte, c'est la situation par rapport au siège de l'Assemblée nationale, un éléphant blanc qui ne laisse personne indifférent. Ben, c'est dommage que notre pays au XXIe siècle continue par présenter une image aussi ubuesque, parce que c'est aussi incroyable que cela soit, qu'on voit des ruines pour un investissement de près de 22 milliards de francs CFA. C'est un crime économique grave. Et nous pensons que pour l'avenir, pour l'éducation de nos enfants, il est important que le gouvernement, que le chef de l'État, que les députés eux-mêmes s'impliquent pour que tous ceux qui sont de près ou de loin associés à cette tragédie financière, cette honte nationale, puissent être véritablement traduits devant les tribunaux pour répondre de leur forfaiture et que les sanctions les plus méritantes puissent être appliquées. Justement, il se dit que les députés sont derrière ça. Oui. Il se dit que les entreprises ayant participé à cette nationale, comme vous le dites, il y a des députés qui sont qui parrainent certaines de ces entreprises. Dites-nous si éventuellement les députés évoluant au sein de l'Union fait la nation faisaient partie de ces gens-là. Que feriez-vous? Non, mais écoutez, si des députés de l'Union fait la nation ont de près ou de loin des ramifications avec ce scandale, mais ils paieront le prix.
Ça, c'est non négociable pour l'avenir, pour demain, parce que ça va rentrer dans les livres de l'histoire du Bénin. Parce que l'Assemblée nationale est la deuxième institution de notre pays. Comment puisse-t-on comprendre, pour construire un siège de la plus haut, la deuxième institution de notre pays, qu'on puisse assister à un tel scandale, au vu et au su de tout le monde? Cela prouve combien de fois la gouvernance était vraiment délicate. Si un député de près ou de loin est impliqué, nous allons nous battre pour que ce député paye. Mais je ne pense pas que les honorables députés ont toujours eu à cœur l'intérêt national et le bien du peuple. Je pense bien qu'aucun député, à ma connaissance, n'est associé pour le moment. Mais dans tous les cas de figure, un député n'est pas un opérateur économique, n'est pas un chef d'entreprise de BTP. Un député n'est pas un cabinet d'architecture. Un député n'est pas un ministre qui signe des documents. Un député n'est pas le conseil des ministres qui autorise l'attribution des marchés ou la direction de contrôle des marchés ou le ministère de l'urbanisme. Dans tous les cas de figure, nous connaissons un peu la chaîne. Le maître d'ouvrage délégué qui a participé à ce scandale doit répondre, ainsi que l'ensemble de la chaîne qui a concouru. Oui, pourtant, on sait tout ça. Pourtant, un député s'est laissé dire qu'il y a des députés qui ont pris des marchés par rapport à ce siège et qui ont, il a utilisé le mot manger, et qui ont mangé. Donc, on sait, à partir des déclarations je ne connais pas ces députés. Je ne connais pas ces députés sont impliqués. Je ne connais pas ces députés. S'il y a des députés qui ont des sociétés, qui continuent par les administrer, qui signent au nom de ces sociétés, qui ont pris des marchés qui ne les ont pas exécutés, nous nous battrons dans la rue partout pour que leur immunité soit levée, pour qu'ils puissent pas comparaître devant les tribunaux. C'est la moindre des choses pour l'avenir de notre pays. Vous savez, souvent, j'ai un peu honte parce que, bon, par ma profession, je voyage un peu partout dans la sous-région. Et vous savez, comment un Bénin, avec notre position stratégique dans la sous-région, la vaillance de notre peuple, on se retrouve toujours en termes d'indice de développement un peu à la traîne par rapport à des petits pays de la sous-région. C'est un peu délicat. Donc, tout cela le cordon ombilical de cette situation doit être coupé une bonne fois pour toutes. Et pour cela, et nous disons, c'est pour ça que nous félicitons le chef de l'État d'avoir ce courage de réveiller ce que beaucoup n'ont pas eu le courage de réveiller, afin que nous puissions changer de mentalité. Le nouveau départ aussi, c'est une rupture de mentalité. C'est une rupture de un changement de mentalité. Les vieilles mauvaises habitudes qui ont la peau dure doivent d'une manière ou d'une autre s'extirper. D'observer cette rupture de mentalité, M. Auguste Videgla, oui. On voit tout le monde se surprend, tout le monde s'indigne. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? On connaissait ce dossier depuis plusieurs années. Il y a eu des actes qui ont été posés sous le régime de Boni Yayi, des ministres gardés à vue, des actes. Pourquoi cet étonnement soudain de toute la République par rapport à un chantier, un vieux dossier, M. Videgla? Oui, c'est un vieux dossier. Le drame de ce genre de dossier, c'est que lorsqu'un dossier est trop politisé, il est souvent sujet à plusieurs rebondissements. Tout le monde a connu cette affaire. Des ministres, comme vous l'avez dit, ont été en prison. Le chef d'entreprise, qui était l'entrepreneur, a été mis aussi en prison. Après, c'est le génie militaire qui a pris la relève, mais rien n'y fit. Bon, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui quels étaient les méandres de décisions, de compromis, de négociations, de compromissions qui se sont tissés autour de cette affaire, de cette nébuleuse. Mais la justice va... Déjà, l'audit a permis de mettre à nu un certain nombre de responsabilités. Maintenant, les enquêtes vont se poursuivre pour que nous puissions mieux, vous, moi, tout le monde, être édifiés sur ce qui s'est réellement passé. On voit les députés, tout le monde dit, nous allons lever l'immunité parlementaire, des collègues qui se sont... Vous-même, vous l'avez souhaité ici. Vous pensez qu'ils sont sincères, ils le feront? À mon avis, ils doivent le faire. Si par le passé, nous avons constaté que les députés étaient solidaires, les honorables députés étaient très solidaires lorsqu'il s'agissait de toucher à un des leurs, je pense que ce temps est un peu révolu. Il est temps qu'une nouvelle orientation politique puisse aussi voir le jour au sein de l'hémicycle, afin que nous puissions donner un exemple à nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes encore jeunes. Il y a encore nos jeunes frères qui sont là. Il y a ceux qui sont encore très jeunes qui nous observent. Qu'est-ce que nous faisons de la République? Qu'est-ce que nous allons laisser dans la postérité? Toute la question est là. Si aujourd'hui des députés qui sont
impliqués dans des scandales économiques et financiers, on ne lève pas leur humilité, le peuple va juger en son temps. Et je pense que... Mais je pense que oui. Rien n'est favorable à, disons, à la levée d'immunité. Mais vous n'en avez pas encore discuté, je voudrais demander. La question n'a pas été discutée au bureau politique. Du moins, j'étais un peu absent au dernier bureau politique. Je ne sais pas si ça a été discuté. Vous êtes favorable? Mais moi, je suis favorable. Mais bien sûr, je voterai pour la levée de l'immunité parlementaire d'un député qui a véritablement trempé dans des scandales économiques qui touchent à la moralité publique de notre pays. C'est inadmissible que des genres de choses puissent se perpétuer. Il est attendu par ailleurs du gouvernement qu'il ait des noms. On sait que par rapport à un certain nombre de situations, le gouvernement, le conseil des ministres a donné des noms. On a cité énormément de gens qui se retrouvés impliqués dans une situation de mauvaise gouvernance. Est-ce que vous pensez que dans ce cas également, il faille citer de manière nominative les personnes impliquées? Absolument. Je pense que le ministre, lors de son exercice devant les parlementaires, a eu quand même à situer quelques responsabilités préliminaires en attendant que l'appareil judiciaire se saisisse du dossier pour élargir le champ des responsabilités. Le ministre a situé les responsabilités. L'entrepreneur, le maître d'ouvrage délégué, l'architecte, etc. Et tout, leurs noms ont été énormément cités. Maintenant, il faudra des enquêtes approfondies. Ce n'est que l'audit. L'audit, c'est l'audit comptable, financier et de gestion. Maintenant, il restera à faire des enquêtes judiciaires pour compléter ce qui avait déjà démarré entre-temps. Monsieur, pour une raison d'équité, il n'y a eu qu'également des résultats des commissions, mais des mises en place pour qu'on puisse citer le nom de ces commissaires dont on dit qu'ils auraient détourné des fonds en Conseil des ministres. Les enseignants qui auraient détourné des litres d'huile. Également, c'est pas des sacs de riz. Est-ce que pour des raisons d'équité aussi, même avec le résultat d'audit, on n'aurait pas cité aussi de noms pour mieux mettre les gens à l'aise? Des noms ont été cités. Revoyez un peu la présentation. En Conseil des ministres, puisqu'on attend quand même des noms des députés, par exemple, dont on dit qu'ils seraient impliqués. Oui, le moment venu, les enquêtes se poursuivent. Vous avez parlé tout à l'heure des enseignants. Quand il s'agit des politiques. Non, il n'y a pas de... Non, le problème des cantines scolaires est un problème très social. Vous savez, depuis les années 80, c'est la première fois que notre pays, le chef de l'État, a eu vraiment la présence d'esprit d'affecter presque 50 milliards de francs CFA pour nourrir des enfants pauvres et désœuvrés dans les villages, dans les campagnes, pour leur permettre d'aller à l'école. Ici, nous avons 22 milliards qui sont en fumée. Les sacs de riz détournés ou présumés détournés, je ne sais pas s'ils atteignent... Mais c'est à but pédagogique. Vous savez, lorsqu'un gouvernement prend souvent des dispositions, c'est à but pédagogique. Il faut dissuader les autres enseignants, les directeurs d'école, qui vont vouloir faire main basse sur ces huiles, sur ces riz, que dès qu'ils vont le faire, ils seront démis de leur fonction et ils iront probablement en prison. Donc, si on n'exhibe pas à la face des autres des exemples et qu'on ne sanctionne pas sévèrement, parce que ce qui s'est passé dans notre pays par le passé et qu'on se retrouve en face de scandales comme celui du siège de l'Assemblée nationale, c'est parce que justement, il n'y a pas de sanctions disciplinaires, de sanctions pédagogiques qui puissent permettre véritablement de dissuader les autres à ne pas poser les mêmes actions. Vous approuvez la méthode alors? J'approuve à 100% la méthode, je dirais mieux que mieux, on devrait même mieux faire. D'accord. Tout à fait. Ce n'est pas la seule affaire ou bien le seul scandale dont on parle. Nous avons également beaucoup d'autres dossiers qui ont dans le compte de la lutte contre la corruption. Nous voyons le cas du député Atao Renro, toujours hospitalisé, détenteur d'un certificat d'hospitalisation. L'audience n'a pas pu tenir, report il y a récemment, et puis une condamnation, bien, en tout cas des peines qui ont été requises, je crois, par le ministère public dans l'affaire dite de Soneb, 5 ans d'emprisonnement également d'amende. Tous ces dossiers, comment vous les appréciez? Mais je les apprécie dans le sens que la détermination du nouveau départ à lutter sans état d'âme contre la corruption. Le gouvernement fait son travail, met à la disposition de la justice les présumés coupables, parce que jusqu'à ce qu'ils ne soient jugés, jusqu'à ce qu'un verdict ne soit prononcé, ils sont supposés innocents. Alors, il revient à la justice de faire son travail et de prononcer les sanctions, les verdicts et les peines nécessaires dans telle ou telle affaire, ou d'acquitter
ceux qui sont mis en cause et qui ne seraient peut-être pas coupables. Donc le gouvernement fait bien et nous l'exhortons à continuer dans ce sens. Nous encourageons le chef de l'État à ne pas faillir sous n'importe quelle pression que ce soit, parce que vous saviez que par le passé, ce sont les pressions politiques qui empêchaient véritablement au gouvernement réellement d'aller au bout des investigations. Nous avons plusieurs dossiers à scandale qui ont été enterrés, mis sous les tiroirs, parce qu'il y avait beaucoup de pression politique. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est départi de cette pression politique pour pouvoir agir, pour pouvoir donner une autre image à notre pays dans le cadre de la lutte contre la corruption. Vous savez que les bailleurs de fonds sont très sensibles à ces choses. Vous savez aussi que les organisations internationales sont très regardants sur le niveau de corruption d'un pays pour faire des investissements. Toutes les réformes que le gouvernement est en train d'opérer, c'est pour attirer vers notre pays les grands investisseurs de ce monde, pour permettre à notre pays de générer beaucoup de valeur ajoutée après ces réformes. Mais si la corruption reste endémique,